Hey, je sais pas pour vous, mais je suis toujours extra contente quand je reçois des colis, encore plus quand il s'agit de Bookmail. Et c'est le cas aujourd'hui. Je suis allée récupérer un de mes paquets Vinted qui m'attendait depuis quelques jours. Je triche un petit peu parce que je sais exactement de quoi il s'agit. C'est ma fameuse lecture annotée que j'ai faite avec Book of Anarchy ou Mo, dont je vous ai parlé dans mon bilan de juillet. Si vous avez vu cette vidéo, je vous expliquais qu'avec Book of Anarchy, on s'est fait une lecture commune quelque peu spéciale, c'est-à-dire qu'on a lu ensemble un livre tout en l'annotant et je lui ai envoyé ma copie. Voici sa copie. Je vais ouvrir ce paquet d'ici quelques secondes et ensuite je vais vous parler de ce fameux livre, de ce qu'on a pu aimer, des petites différences d'annotation possibles, puis surtout le plus important, je vais vous parler du livre dans son ensemble et vous faire un retour sur cette lecture quelque peu particulière. Ok, voici le colis. Comme toujours avec Mo, elle m'a quelque peu gâtée. J'ai le droit à des Smarties. Voilà. Petit indice du livre en question. J'ai deux livres dans cette boîte. J'ai un premier cadeau, il est bien emballé. Attention, ça va faire du bruit. C'est Le problème à trois corps de Liu Cixin. C'est le livre que j'ai gagné lors du concours anniversaire de Book of Anarchy sur Instagram. Ce livre, ça doit faire 3 ans que je veux lire ce livre. C'est de la science-fiction chinoise. J'ai eu beaucoup de beaux retours sur ce livre, mais j'hésitais à sauter le pas à cause de quelques inquiétudes par rapport à la traduction. C'est vraiment un livre qui a été écrit en chinois et traduit dans plusieurs langues. Mais voilà, avec l'aide de Mo, je vais sauter le pas et découvrir cet auteur. Je vous ferai un retour si ça vous intéresse. Et enfin, le clou du spectacle. Elle emballe trop bien ses livres, Mo. Si jamais vous lui achetez quelque chose sur Vinted. Voilà le clou du spectacle. Donc Six Crimson Cranes d'Elizabeth Lim. Le titre en français, c'est 6 couronnes écarlates. Voici toutes les petites annotations que Mo a pu nous faire. On va en parler, c'est parti. Alors, elle nous a fait une super bonne légende, je vous montre ça après. Commençons par le début. Qu'est-ce qu'une lecture commune pour ceux qui ne connaissent pas très bien ce principe? L'idée est de lire un livre avec quelqu'un, une amie, un proche, un frère, votre soeur, votre mère, qui vous voulez, quelqu'un qui a envie de lire ce livre et en fait vous le lisez ensemble. On s'attend quelque peu dans la lecture pour pouvoir réagir au fur et à mesure des événements, des péripéties et pouvoir commenter sur les personnages par exemple. J'aime beaucoup ce type de lecture parce que généralement quand j'ai un trop plein d'émotions ou de frustration ou de yes, c'est ça qui se passe, j'ai besoin d'en parler avec quelqu'un et les lectures communes vous permettent de faire ça parce que vous lisez ce livre en même temps qu'une autre personne. Donc le but c'est vraiment d'être au même moment, au même endroit dans le livre et donc de pouvoir réagir sans faire aucun spoiler. Donc ça c'est la lecture commune. Maintenant parlons de la lecture commune annotée. C'est un petit peu plus particulier. Vous la faites bien sûr à votre sauce. La manière dont on l'a fait avec Mo, c'est que on a lu le livre en même temps pour pouvoir se l'envoyer à un intervalle à peu près correct, mais on n'a pas forcément parlé du livre entre nous. À la place, on a mis voilà, plein de petits post-it pour des événements ou toute petite chose qui nous a fait tiquer, qui a fait qu'on a voulu en parler, des choses qu'on a aimées, des choses qu'on n'a pas aimées. Moi, un point où j'avais peur de mettre beaucoup de post-it, c'était sur les points un petit peu émouvants. C'est toujours quelque chose que je recherche dans mes lectures, c'est qu'est-ce qui va m'émouvoir, qu'est-ce qui va
peut-être faire que je vais un petit peu pleurer. Vous devez le savoir maintenant que j'ai la larme facile dans certaines lectures. Donc voilà, on a un petit peu fait attention et on a mis ces petites post-it au fur et à mesure de ça. On s'est aussi mis des commentaires quand, par exemple, on avait besoin de réagir par rapport à une scène, une situation ou sur l'ensemble du rythme de l'histoire. Je sais que dans ma copie, dès que j'avais une petite idée par rapport à où est-ce que ça allait aller ou une suspicion sur un personnage, je me le mettais voilà, sur un petit post-it et je le mettais sur la page, mais également quand il y avait un personnage qui m'agaçait un petit peu, et il y en a eu, je le mettais également, je disais, ah lui il m'agace, ou c'est quoi ce frère, des trucs comme ça. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on a fait notre LC. Je ne peux pas forcément vous comparer le nombre de post-it que Mo a mis par rapport à ma copie, parce que je lui ai déjà envoyé, mais l'idée c'est en fait de redécouvrir ensuite cette lecture à travers un petit peu les yeux de l'autre, et enrichir quelque peu cette expérience de lecture. Voilà pour les termes. Pourquoi est-ce qu'on a choisi Six Crimson Cranes ou 6 couronnes écarlates? Je suis une grande fan de littérature asiatique et j'ai un petit peu pris Mo avec moi pour lui faire découvrir ce genre littéraire. On a lu par exemple ensemble Ces plaisirs violents de Chloé Gong. Mais voilà, j'essaye de prêcher un petit peu le genre de littérature asiatique, et donc quand on a voulu se faire une lecture annotée, on s'est tout de suite penché vers ce genre et on cherchait toutes les deux un livre un petit peu léger, plein de fantaisie, mais qui reste dans cet univers. Et donc on a choisi Six Crimson Cranes qui était dans notre wishlist ou pile à lire commune. Voilà. Que vous dire sur 6 couronnes écarlates? Pour commencer, de quoi ça parle? 6 couronnes écarlates, c'est le premier tome d'une duologie où on va suivre Shiori ou Shiori Anna, une princesse royale et la dernière d'ailleurs d'une fratrie de 7. C'est la seule fille de cette grande fratrie, elle est quelque peu, je dirais, surprotégée par ses frères, mais en même temps, elle est aussi quelque peu rebelle pour une princesse et elle se soucie très peu des règles de bienséance. Shiori, elle a un secret, elle est capable d'utiliser la magie, ce qui est quelque chose qui est interdit par son père, l'empereur, dans son royaume. Et un jour, elle va être au mauvais endroit, au mauvais moment, elle va voir et entendre les mauvaises choses et puis surtout, elle va réagir bien trop vite et aller raconter ce qu'elle a vu aux mauvaises personnes, si bien que la belle-mère de Shiori, Raikama, va lancer une malédiction sur Shiori et ses frères. Et un des aspects assez importants de cette malédiction, c'est que les frères sont transformés en grues, d'où le titre du roman. Les grues, elles peuvent avoir une particularité d'avoir une petite houppette au rouge qui est appelée une couronne. C'est pour ça que le roman s'appelle Les 6 couronnes écarlates. Donc les frères sont transformés en grues et Shiori, quant à elle, elle devient méconnaissable. Donc on ne sait pas que c'est la princesse Shiori et elle ne peut absolument plus parler et donc pas raconter son histoire. Et bien entendu, sinon ce serait pas drôle, Shiori est complètement séparée de ses frères. Voilà pour les prémices de l'histoire, sans aucun spoiler, c'est vraiment un petit résumé assez condensé de la 4e de couverture. Alors parlons des légendes et des points qu'on a voulu un petit peu mettre en valeur avec Mo, et je veux juste vous montrer sa légende qui est juste trop belle parce qu'elle m'a mis des petits post-it en relief, c'est juste magnifique. Voilà la légende de Mo. Donc Mo a décidé de noter les fins de chapitre, les parties qu'elle a aimées avec 3 points d'exclamation, les parties où à l'inverse, enfin c'est pas qu'elle n'a pas aimé, mais c'est qu'elle pleure parce que c'est triste. Donc ça, je suis contente parce que c'est le bleu et il y a pas mal de bleu vers la fin du roman, donc on est assez d'accord par rapport à ça. Elle a aussi voulu noter les endroits où elle se posait des questions, tout ce qui était un petit peu trop mignon parce qu'il y avait plein de moments d'amour, et franchement je suis presque déçue qu'il n'y en ait pas plus que ça. C'est la couleur un petit peu marron et je m'attendais à un petit peu plus de moments trop mignons. Je sais que moi personnellement j'ai énormément craqué sur plusieurs points. Elle a aussi noté en jaune tous les endroits où elle était quelque peu sceptique. Il y a une notice où ça crie juste ah, je sais pas ce que ça veut dire, si c'est un A de réalisation ou un A de mon Dieu, il se passe ça. On a un gros emoji pas content, c'est pour tous les trucs qui l'énervent. Et il y en a quelques-uns. Et puis ensuite, elle a voulu noter tout ce qui était un petit peu drôle.
Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elle a noté 9 choses. J'ai pas noté autant, il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai pas du tout noté autant que Mo. Je suis de mon côté à 8 post-it de différentes couleurs. Par rapport à Mo, on va dire que mon annotation elle est un petit peu plus rationnelle. Elle est moins émotionnelle que la notation de Mo. Mo, elle s'est vraiment concentrée sur les émotions qu'elle a ressenties pendant sa lecture. Moi, un petit peu moins, j'ai plus été sur l'histoire et les personnages, mais je vous rassure, j'ai quand même mis pas mal de bleu pour les parties un petit peu chargées en émotions. Les 6 couronnes écarlates, ce n'est pas forcément un coup de cœur pour moi, mais on n'y est pas très loin. Je me suis pas franchement ennuyée pendant ma lecture. Il y a vraiment beaucoup d'actions, pas mal de jolies introductions de personnages. Tout le monde a un rôle à jouer, donc on n'a pas trop de personnages, on n'a pas un casting très gros. Chaque petit élément s'emboîte très bien avec le reste, donc c'est un ensemble très cohésif et une histoire que j'ai trouvée assez prenante avec quelques retournements de situation. Il y a beaucoup d'éléments que j'ai énormément appréciés et je les ai regroupés sous 7 points. Le premier point que j'ai énormément apprécié dans ce roman, c'est l'univers mis en place par Elizabeth Lim et la relation de cet univers avec le titre. Comme je vous l'expliquais brièvement tout à l'heure, la malédiction porte sur les 6 frères de Shuri qui ont été transformés en grues. Et donc, le titre, en tout cas anglais, Six Crimson Cranes, parle bien de ces grues et on fait un petit focus sur la petite houppette rouge qu'ils ont. En français, c'est traduit avec 6 couronnes écarlates et je trouve que c'est un titre VF très satisfaisant. J'ai toujours un petit peu du mal avec les traductions VF parce que parfois les maisons d'édition choisissent pas forcément un titre qui respecte le titre de la version originale. Je pense notamment à La Traversée du Sardam, un livre que j'ai adoré et dont ils ont complètement changé le titre et la traduction pour moi elle a vraiment gâché l'impact qu'avait le titre en VO. Je trouve qu'en français ça donne bien trop d'informations sur l'histoire et c'est bien trop lisse par rapport au titre en VO. Donc voilà, j'ai toujours un petit peu du mal, c'est toujours mon inquiétude quand je vois qu'un livre est traduit en français. C'est ma première question, c'est quel va être le titre. Je sais qu'il y a aussi en ce moment des maisons d'édition, surtout sur la fantasy, qui prennent le choix de garder le titre anglais en français. Bien que ce soit assez feignant de la part des maisons d'édition, ça c'est bien de les traduire. Je peux comprendre un petit peu ce choix parfois parce qu'on a tendance à dire que le français utilise beaucoup plus de mots que l'anglais et donc ça peut casser parfois la dynamique d'un titre ou l'impact qu'il avait. Le titre doit être accrocheur et j'ai parfois l'impression qu'en français ils le sont moins que les titres originaux. Voilà. Mais voilà, j'ai énormément apprécié l'univers et comment très vite ça se connecte par rapport au titre. Par rapport à l'univers, il est extrêmement bien construit. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une connaissance sur le monde asiatique pour rentrer dans cet univers et comprendre comment il fonctionne. On a d'ailleurs une jolie carte du royaume de Shuri. L'univers comprend cette magie un petit peu interdite qui est expliquée dans les premiers chapitres et j'ai apprécié que ce soit expliqué de la manière dont ça a été expliqué. On va pas faire de spoiler aujourd'hui. On a vraiment eu une jolie introduction sur cette magie et sur pourquoi la magie est interdite à Kiata. Il y a toute une histoire liée à des créatures mythologiques et ça tient plus ou moins la route. C'est pas un critère du monde du récit qui tombe un petit peu comme un cheveu sous la soupe. Ça fait absolument sens pourquoi la magie a été bannie et comment cette magie est contrôlée et fonctionne, qui y a accès, pourquoi Shuri y a accès et pas d'autres. Toutes ces questions autour de la magie étaient assez intéressantes. D'ailleurs, le pouvoir qu'a Shuri, c'est un pouvoir qui, je pense, ferait rêver tous les petits enfants. Je m'enlise, sans m'enliser plus, j'ai énormément apprécié. Donc l'univers, les royaumes qui nous sont bien expliqués, le contexte politique, les interactions entre le royaume de Kata et ses voisins, mais également avec les créatures mythologiques, et la construction, le mécanisme de la magie, pourquoi elle est mal vue dans le royaume de Kata, pourquoi Shuri l'a et le type de magie que Shuri a. Voilà. Ensuite, pendant ma lecture, j'ai énormément apprécié retrouver certains contes dans ce récit.
N'oublions pas qu'Elizabeth Lim, c'est une autrice qui a écrit des contes, qui a réécrit des contes pour Disney notamment, et on le ressent dans son intrigue. Il y a pas mal d'inspiration sur quelques contes. Mo en a trouvé bien plus que moi, un petit peu de Petite Sirène d'après elle. Pour moi, le conte qui était vraiment très prédominant dans cette histoire, c'est un conte que j'adore depuis très petite. C'est peut-être pour ça que j'aime beaucoup ce récit. C'est le conte des cygnes de Anderson. Je ne me souviens même pas du titre de ce conte, mais c'est vraiment mon conte préféré étant gamine. Ça parle de famille, ça parle de sacrifice pour la famille, de piété filiale, tout ça des thèmes très asiatiques. Ça parle de magie, de malédiction également, et de cette petite sœur qui veut sauver ses frères de cette malédiction. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? C'est clairement les prémices de cette histoire, mais ça m'a absolument pas dérangé à ma lecture. Ça m'a fait d'ailleurs énormément plaisir de retrouver mon conte favori d'enfance dans une lecture un petit peu plus mature et dans un contexte un peu plus asiatique, on va dire, et de voir ce qu'en a fait Elizabeth Lim. Pour moi, elle a respecté ce conte, la morale, la structure, l'idée de ce conte, tout en créant le sien, et juste pour ça, ce livre est une pépite pour moi. Parlons maintenant de Shuri qui va beaucoup évoluer tout au long de ce roman, et si vous êtes habitué à mes chroniques, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, vous savez que j'adore voir les évolutions de personnages. Si pour moi un personnage n'a pas grandi à la fin du roman, il n'y avait pas d'intérêt que ce personnage soit dans le récit. Voilà, de manière très claire, j'ai besoin de voir une évolution de personnage dans un récit, et encore plus quand il s'agit du personnage principal. Et très sincèrement, Shuri, entre son introduction et la conclusion du roman, elle va se transformer en une princesse responsable et une femme fière de ses valeurs, forte de ses valeurs et droite dans ses bottes, et ça fait énormément plaisir. Et puis elle est passée par pas mal d'épreuves pour devenir ce personnage qu'elle est à la fin, des épreuves qui ont été très touchantes, un petit peu drôles parfois, et qui permettent d'ajouter une pierre à l'édifice qu'est Shuri à la fin de ce roman. Il y a encore une marge à évolution, et j'espère que dans le prochain tome, on va toujours avoir cette évolution de personnage, et qu'Elizabeth Lim ne va pas se limiter au personnage que Shuri est devenue à la fin des 6 couronnes écarlates. Ce n'est pas le seul personnage qui va évoluer, il y a notamment ses frères qu'on voit un petit peu moins, qui vont quelque peu évoluer également de leur côté. De par la malédiction qui leur a été lancée, ils vont devoir se faire confiance mutuellement et faire confiance à Shuri, et surtout apprendre à ne pas autant la protéger, et donc ils vont se transformer en frères indifférents ou frères surprotecteurs à des jeunes hommes pleins de confiance et de respect pour leur petite sœur. Et je pense que c'est important en tant qu'aîné d'être assez fier de la personne que Shuri devient ou va devenir dans le second tome. Shuri, elle n'est pas devenue la personne qu'elle est à la fin de ce livre sans aucune aide. Elle a un compagnon assez clé tout au long du récit, un personnage que j'ai juste adoré, et je peux voir d'ailleurs par rapport aux petites notes qu'a laissé Mo que c'est aussi un personnage qu'elle a pas mal apprécié. Et ce personnage, c'est Kiki. C'est notre petite grue en papier, et elle est un petit peu ce qu'est Jiminy Cricket pour Pinocchio. Elle est à la voix de la raison, la voix de conscience de Shuri. Elle est là pour l'encourager, mais également pour la rappeler dans le droit chemin, et pour un petit peu la titiller et d'une certaine façon la challenger, la confronter dans ses décisions. C'est un petit peu la voix de la raison qu'on a tous dans notre esprit, et franchement, elle est juste trop drôle. Il y a plein de petites phrases qu'elle dit à Shuri que j'ai juste adoré. Sa manière de guider Shuri, c'est vraiment dans la plaisanterie, c'est vraiment dans un petit peu du sarcasme et de l'ironie. C'est juste magnifique. J'ai eu beaucoup de fou rire par rapport aux réactions et aux interjections de Kiki. Et juste l'histoire de Kiki en elle-même, sa relation avec Shuri est quelque chose de très joli, comment elle a été créée. Je pense d'ailleurs que mon personnage préféré, ce n'est pas Shuri, mais c'est Kiki. J'aimerais bien avoir l'équivalent de Kiki à mes côtés, pas une grue, mais plus un petit papillon en papier, voilà, qui me murmurerait des choses à l'oreille, qui me guiderait dans mes projets, voilà. Donc un personnage
qui est clé et que j'ai énormément apprécié. En parlant de Kiki, je viens juste réaliser que sur la petite copie en papier que Mo m'avait glissée dans mon paquet, elle a mis une petite note juste trop mignonne que je voulais vous partager du coup. Voilà. Ça résume assez bien l'importance de Kiki dans l'histoire. C'est cette petite présence pour pas que Shuri se sente seule et abandonnée. Et j'espère que chacun d'entre vous avait votre propre petite Kiki. Un autre personnage que j'ai beaucoup apprécié, c'est Raikema. Alors, Raikema, c'est la belle-mère, c'est la vilaine, un petit peu de l'histoire. Et donc, si vous ne voulez aucun spoiler, passez à la partie suivante, parce que pour parler de Raikema, je ne peux pas ne pas spoiler l'histoire. Alors, 3, 2, 1, c'est parti, parlons de Raikema. Raikema, elle est un petit peu vue, notamment au début, comme étant la grosse vilaine. Bien sûr, Raikema, c'est la belle-mère de Shuri et non pas la mère biologique. Et on sait tous que dans les contes, prenons Cendrillon par exemple, ou Blanche-Neige, la belle-mère, elle est toujours méchante et vilaine et elle ne veut absolument pas le bonheur de notre héroïne. Donc, déjà, le fait que ce soit la belle-mère et une sorcière, ça tire quelques sonnettes d'alarme et du coup avec moi on l'a pas forcément apprécié. J'ai ouvert une page au hasard où le père de Shuri dit ta belle-mère est d'accord pour t'aider et le commentaire de Mo juste à côté c'est mouais. Genre on n'y croit pas que la belle-mère veuille aider Shuri. Voilà, j'ai un autre commentaire de Mo, page 18 si vous avez le livre, où elle dit je la déteste. Donc c'était un petit peu le sentiment et je vous avoue que j'étais un petit peu d'accord avec Mo par rapport à ça. Au début du roman, on n'aime vraiment pas Raikema. Mais, vers la moitié du roman, j'ai commencé à douter sur les objectifs et l'intention de Raikema. Donc j'ai commencé à m'en douter assez tôt qu'il y avait un petit peu plus à l'étoffe de ce personnage. C'est vachement bien fait, hein, la manière dont tout au long du roman, même si Shuri n'est plus auprès de Raikema, ne la voit plus, il y a pas mal d'éléments qui font que Raikema se rappelle à notre mémoire et à chaque fois par rapport à des éléments un petit peu négatifs. Il y a toujours de la suspicion, il y a toujours un petit peu de colère de la part de Shuri et c'est tout à fait compréhensible hein, avec ce qui lui est arrivé. Il faut vraiment attendre la fin du roman pour voir que Raikema est une vilaine moralement grise et pas tant la mauvaise belle-mère que ça. Voilà, c'est là où je vais m'arrêter pour éviter de trop vous en dire sur l'histoire si vous n'avez pas lu le récit. Mais c'est un personnage que j'ai énormément apprécié. J'adore les personnages moralement gris et j'ai vachement apprécié la manière dont Elizabeth Lim révèle un petit peu qui est Raikema au fur et à mesure. Arrêtons de faire des belles-mères qui sont extrêmement vilaines, extrêmement diaboliques. Faisons des belles-mères comme Raikema qui ont peut-être pas les meilleures méthodes, mais qui ont quand même quelque peu d'intérêt pour la famille de son mari. Un autre personnage qu'il faut mentionner pour cette vidéo, c'est Takan. Takan, c'est un personnage qui arrive très tôt dans le roman, mais qu'on apprend à connaître sur la seconde partie du récit. C'est un personnage un petit peu mystérieux qu'on découvre de la perspective de Shuri. Shuri ne l'aime pas du tout dès le début. Elle le voit comme étant barbare, c'est l'homme qu'elle est forcée d'épouser de par la décision de sa belle-mère et de son père. Takan, c'est le fils du seigneur du nord de Kata. Elle ne veut pas du tout aller habiter dans le nord. Elle voit d'ailleurs les habitants du nord de son royaume comme étant des barbares. Voilà, ça veut, rien que ça, la perception de Shuri veut tout dire sur la Shuri du début du roman. Et donc, ce Takan, elle ne veut pas en entendre parler, elle le considère comme quelqu'un de barbarique, de sauvage, qui a aucune émotion, aucune considération. Mais on va au fur et à mesure du récit en apprendre un petit peu plus sur ce personnage et voir que ce n'est pas forcément le cas. Beaucoup des petits post-it émotions que j'ai mis dans ma copie sont liés à Takan. C'est un personnage qui m'a beaucoup émue et qui pour moi devrait donner une masterclass à tout le monde sur comment dire je t'aime sans dire je t'aime. C'est un personnage très intègre qui a une manière de parler très poétique et très
noble, qui reste un petit peu vulnérable. C'est un petit peu le prince charmant, voire même le prince parfait, on va dire, de tout conte de princesse. Enfin, jamais 6 sans 7 et dans ce livre, 7 est le chiffre magique et il fallait donc que j'ai un 7e point pour conclure mon avis sur 6 couronnes écarlates. J'ai énormément apprécié la fin. Il y a beaucoup de choses que j'ai appréciées. 7 points, c'est beaucoup. Mais j'ai vraiment bien aimé la fin. Je trouve que de manière générale, quand on lit une duologie ou une trilogie, on a ou une fin où on se dit ok, pourquoi est-ce qu'il y a un prochain tome ensuite, ça me paraît assez complet, c'est fini, ça me suffit. Ou alors on a une fin où on est là, il me faut la suite du bouquin, maintenant, tout de suite, pour savoir ce qui se passe. Avec 6 couronnes écarlates, la fin est juste parfaite, c'est ni l'un ni l'autre. La fin, elle est satisfaisante. On conclut l'intrigue de ce tome. On a les réponses à nos questions sur ce tome, sur les personnages qu'on a vus. Par contre, Elizabeth Lim, avec notamment les dernières scènes et quelques petits indices qu'elle a mis au fur et à mesure de son roman, titille suffisamment notre curiosité pour qu'on veuille aller lire la suite. La suite s'appelle A Dragon Promise. Ça va parler d'autres choses. Je pense qu'on va parler beaucoup plus de la magie, du fonctionnement et surtout des dragons. Parce que dans 6 couronnes écarlates, on voit pas tant que ça le monde des dragons. Mais vu le titre du prochain tome, j'espère qu'on va voir plus de dragons et parler de l'existence des dragons dans le royaume de Kiata. Je vois cette duologie comme le premier livre étant sur la relation de Shuri avec ses frères, sa famille et cette fameuse malédiction. Le second livre sera peut-être un petit peu plus sur l'univers et la magie, mais il y a une claire séparation sans pour autant qu'on ne veuille pas aller lire la suite. Voilà, je ne sais pas si vous m'avez suivi, c'est toujours difficile de parler de la fin d'un roman dans une vidéo avis lecture parce que je ne veux pas vous spoiler plus que ça, mais c'est une fin qui était extrêmement satisfaisante tout en me donnant envie de lire la suite et en posant des nouvelles questions qui j'espère seront répondues dans le second tome. Voilà, c'était mes 7 points sur 6 Crimson Cranes. J'espère ne pas trop vous en avoir dit, mais vous avoir donné envie d'aller lire ce livre pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Pour ceux qui ont lu ce livre, je serais assez curieuse de savoir si vous avez aimé les mêmes choses que moi, les mêmes points, si vous avez apprécié par exemple Raikema, et si vous avez apprécié cette intrigue qui, même si dans le fond est assez simple, on parle, voilà, encore une fois, de l'ambition des hommes, de ce besoin d'avoir le pouvoir par tous les moyens possibles, mais j'ai trouvé que le tout était quand même finement rodé, très bien mené et le rythme, bien qu'un petit peu lent à un moment donné, était dans l'ensemble assez équilibré, plein de rebondissements, plein d'événements et j'espère que vous avez craqué autant pour Kiki et Takane que moi. Ouais. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous en remercie. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un commentaire sous la vidéo, à la liker et à partager avec vos proches aussi férus de lecture. Si vous aimez un petit peu mon contenu, abonnez-vous à la chaîne. J'essaye de sortir une vidéo par semaine. Et vous avez également mon Instagram pour voir mes lectures en cours, mais la plupart de mes chroniques seront sur YouTube. Voilà, je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!